Je suis ravie de participer à ce deuxième webinaire ALR et le troisième organisé par TOT et par Dr Shatar, qu'on remercie pour cette initiative. Et donc, après les membres inférieurs, aujourd'hui, on va voir l'anesthésie loco-régionale du membre inférieur. Donc, c'est logique qu'on a fait une suite au premier webinaire où on a parlé longuement des anesthésies, de l'anesthésie loco-régionale du membre supérieur. Et puis donc, on enchaîne aujourd'hui avec l'anesthésie loco-régionale du membre inférieur qui, en fait, personnellement, les blocs du membre inférieur sont mes préférés. Voilà, donc, on va parler aujourd'hui du membre inférieur. J'ai essayé d'être vraiment pratique, de vous donner ce que vous devez retenir pour faire de l'ALR quotidiennement dans vos blocs opératoires. N'hésitez pas à poser vos questions à la fin donc au fur et à mesure sur le chat. Et voilà. Donc on commence tout de suite. Alors la première anesthésie tronculaire, on a parlé la dernière fois des anesthésies des blocs nerveux périphériques. Et comme pour les membres supérieurs, les blocs nerveux du membre inférieur ne datent pas d'hier. C'est dans les années 1800 en fait que la première anesthésie tronculaire a été réalisée par Creel, qui a associé un bloc fémoral et un bloc sciatique à la cocaïne pour réaliser une amputation de jambe. Alors ensuite, c'est vrai que les blocs nerveux périphériques ont été largement développés en quelques années, que ce soit pour le membre supérieur ou le membre inférieur. Et les membres inférieurs, les blocs du membre inférieur particulièrement, au point même de concurrencer les blocs périmédulaires, qui étaient considérés comme un petit peu le gold standard en matière d'anesthésie loco-régionale. Et ce, notamment grâce à l'échographie qui a permis de décrire de nouvelles techniques en anesthésie loco-régionale ou au moins des variantes de techniques anciennement connues. Elle a permis aussi de ressortir des blocs qu'on a mis au placard pendant longtemps, qu'on ne pouvait pas forcément faire avec les techniques aveugles, avec la neurostimulation, et qui ont retrouvé un regain d'intérêt avec l'échographie, grâce à l'échographie, qui permet aussi d'allier sécurité, puisqu'on utilise de plus faibles doses d'anesthésiques locaux et donc ce qui évite le risque de toxicité aux anesthésiques locaux. Et puis, un meilleur taux de succès, des délais d'action beaucoup plus courts, des durées d'action prolongées et une efficacité comparée aux techniques aveugles. Évidemment, je vous le dirai jamais autant, jamais assez. Quand on voulait faire de l'ALR, l'anatomie est un prérequis indispensable. Vous ne pouvez pas faire de l'ALR si vous ne connaissez pas votre anatomie sur le bout des doigts. Et pour le membre inférieur, contrairement au membre supérieur, en fait, l'innervation du membre inférieur est assurée par deux plexus. Le plexus lombaire en avant et le plexus sacré en arrière. Donc, deux plexus lombaires. Deux plexus qui vont assurer l'innervation de tout le membre inférieur. Donc, les principaux nerfs du plexus lombaire, on va commencer par le plexus lombaire. Les principaux nerfs du plexus lombaire sont le nerf génitofémoral issu des branches L1, L2, le cutané latéral de la cuisse issu des branches L2, L3, le nerf fémoral qui est un gros nerf issu des racines L2, L3, L4 et qui va se diviser en une dizaine de branches, dont le nerf saphène, qui est la branche sensitive du nerf fémoral et qu'on va voir plus en détail tout à l'heure. Et enfin, le nerf obturateur issu des branches L2, L3, L4, qui quitte le foramen obturé, et là encore, qu'on peut bloquer, et qui se divise en ces deux branches antérieures et postérieures.
Donc, voici les principaux nerfs du plexus lombaire, donc le génitofémoral, le cutané latéral de la cuisse, L3 et L4, le fémoral et le nerf obturateur. Sachant que le nerf fémoral, comme je vous ai dit, se divise lui-même en plusieurs branches. En arrière, on a le nerf sciatique. Le nerf sciatique qui est le plus gros nerf de l'organisme. Donc, le nerf sciatique issu des branches, issu des racines L4 jusqu'à S3 et qui va se diviser au niveau poplité en donnant le nerf tibial et le nerf fibulaire commun. Donc, on a la branche tibiale qui est assez volumineuse, donc plus grosse, et puis on a le nerf fibulaire en dehors, donc latéralement. Donc, pour bien comprendre les blocs nerveux du membre inférieur, vous devez impérativement connaître l'anatomie et donc l'innervation du membre inférieur. Et l'innervation du membre inférieur, donc ces différents nerfs qu'on vient d'aborder, donc vont assurer les territoires, les différents territoires du membre inférieur. Et là encore, comme pour le membre supérieur, et ben en fait, il n'y a pas de parallélisme entre les dermatomes, les myotomes et les sclérotomes. Donc, mais comme je vous l'ai dit la dernière fois, en général, le plus souvent, le nerf qui innerve un os est le même que celui qui innerve le muscle qui s'y insère. Donc, il peut y avoir un certain parallélisme entre les myotomes et les sclérotomes, mais par contre, les dermatomes et les sclérotomes, c'est complètement différent. Regardez par exemple ici, on a le territoire du nerf fémoral en violet ici. D'accord? Par contre, au niveau de l'ostéum, ici, le nerf fémoral n'intervient pas du tout. D'accord? Donc ici, c'est le fibulaire. Ici, c'est le cutané latéral de la cuisse. Ça, c'est le génitofémoral. On a l'obturateur qui, en fait, qui innerve en fait une petite partie, là, à la face médiale du genou, qui est inconstant d'ailleurs sur le dermatome. Par contre, au niveau du sclérotome, il intervient dans l'articulation de la hanche, du fémur et du genou. Donc, il est très important de connaître l'innervation au moins des dermatomes et des sclérotomes pour pouvoir connaître l'indication des blocs nerveux périphériques. Donc là, on a le cutané postérieur de la cuisse, le nerf tibial qui innerve donc la partie postérieure de la jambe et le pied, la face dorsale du pied, le fibulaire donc qui innerve la face latérale, antérolatérale de la jambe et antérieure donc du pied. Ici, le nerf saphène. Donc, le nerf saphène ici, qui innerve la face médiale de la jambe, de la malléole interne et parfois jusqu'au gros orteil. Donc, voici les principaux nerfs et les principaux dermatomes des deux plexus lombaires et sacrés. Donc, ça, c'était pour l'innervation. Donc, avant de réaliser les blocs nerveux périphériques, vous devez impérativement connaître votre anatomie sur le bout des doigts, ou du moins l'innervation, mais en fait l'anatomie tout court. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet en commençant par le bloc fémoral. Alors, le bloc fémoral, comme vous le savez, c'est le bloc le plus simple, le plus facile à réaliser. Ce que j'appelle, moi, le bloc des résidents. En fait, c'est le bloc avec lequel on peut commencer à apprendre à faire de la LR. Pourquoi? Parce qu'il est très simple sur le plan sono-anatomique, très facile à identifier, très superficiel, il est facilement accessible et puis il est assez safe parce que, bon, c'est vrai qu'il est collé à l'artère, mais il est assez loin, donc on peut le faire. Il n'y a pas de structure dangereuse autour qu'on peut léser. Donc voici le territoire du nerf fémoral. Donc c'est toute la face antérieure, antéromédiale de la cuisse, le genou, la face médiale de la jambe, de la malléole interne et donc jusqu'au pied, parfois même jusqu'aux gros orteils. Sur le plan osseux, donc l'articulation de la hanche, le fémur, le genou
et justement la malléole interne. Donc, toutes les chirurgies concernées par ce territoire sont des indications à ce bloc, à savoir l'anesthésie, l'analgésie du membre inférieur associé associé à un bloc sciatique et ou obturateur. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, comme le membre inférieur est innervé par deux plexus, en fait, un seul nerf ne permet pas de faire l'anesthésie de tout le membre inférieur. Il faut souvent associer au moins deux blocs, parfois même plus, parfois trois blocs, pour assurer une bonne anesthésie. Au moins un bloc du plexus lombaire avec un bloc du plexus sacré. Donc, en l'occurrence, le sciatique. Donc, là, l'analgésie pour la chirurgie de la hanche, l'analgésie en traumatologie, donc pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, de la diaphyse fémorale et aussi de la patella. Donc, on est encore dans le territoire. Et l'analgésie pour la chirurgie du genou qui est considérée, qui est longtemps considérée comme une indication de référence pour le bloc fémoral avec mise en place de cathéter périnerveux pour entretenir l'analgésie. Le seul risque de ce bloc fémoral est la ponction vasculaire, parce que vous allez voir en anatomie, le nerf est collé à l'artère, mais ce risque est vraiment minime, voire nul quand on utilise l'échographie. Alors justement, ce bloc fémoral, comment le réaliser? On va utiliser la sonde haute fréquence, donc la sonde linéaire. D'accord? Position votre patient en décubitus dorsal. Donc, on va mettre la sonde au niveau du pli inguinal, parallèlement au pli inguinal, et on va identifier nos repères. Donc, voici la sono-anatomie d'un bloc fémoral. En fait, votre principal repère va être l'artère fémorale. D'accord? Donc, l'artère fémorale qui est battante, la veine fémorale qui est compressible, le nerf fémoral qui apparaît de forme triangulaire en dehors de l'artère, qui repose sur le muscle iliopsoas. Et là, vous avez le fascia lata et le fascia iliaca, donc qui recouvre le nerf. Et il est très important justement de venir injecter à l'intérieur du fascia lata pour avoir un bloc du nerf fémoral. Voilà, donc on va venir justement traverser le fascia et injecter notre anesthésique local. Et on voit donc la diffusion à l'intérieur de la gaine, à l'intérieur du fascia iliaque. Pour les structures vasculaires en sonoanatomie, vous arriverez à identifier l'artère comme étant une structure battante cible à la sonde. D'ailleurs, on voit même ici, si vous arrivez à voir, on voit même ici les valvules de la veine. Et votre nerf fémoral est juste ici, triangulaire. Et là, vous avez le muscle iliopsoas. Donc, facile à identifier. Regardez, on est très superficiel ici, très facilement accessible. Donc, pour cela, vous devez mettre votre cible au milieu de l'écran. Vos vaisseaux doivent être visibles aussi pour éviter de les ponctionner. Et laissez toujours une marge ici pour pouvoir mobiliser votre aiguille. Donc, vous allez aborder votre nerf dans ce sens ici. Donc, voilà en ce qui concerne le nerf fémoral. Donc, on passe au bloc, au canal des adducteurs. En fait, le bloc du canal des adducteurs, ce que moi j'appelle le petit cousin du bloc fémoral, puisque c'est en fait le bloc du nerf saphène, le nerf saphène qui est la branche sensitive, une des branches du nerf fémoral, qui est la branche sensitive. Et donc, ce bloc est un bloc purement sensitif qui permet d'avoir une analgésie, une anesthésie sans bloc moteur, donc avec une épargne motrice. Ce qui est très intéressant quand on veut faire de la RAC ou quand on veut faire
faire de l'analgésie sans anesthésie, en fait, sans avoir de bloc moteur. Ce nerf est responsable de l'innervation de la face médiale de la jambe et du pied. Comme je vous l'ai dit, il y a des variantes anatomiques où vous pouvez avoir une extension jusqu'au gros orteil. Et en ce qui concerne les ostéomes, c'est surtout le genou et la malléole interne. Ce qui fait que ce bloc va être indiqué pour toute la chirurgie de la jambe et du pied en association à un bloc sciatique, du nerf sciatique, et pour l'analgésie en chirurgie du genou. Donc, ce bloc a été largement utilisé pour l'analgésie, pour avoir une analgésie du genou sans bloc moteur pour pouvoir mobiliser les patients précocement en post-opératoire. Là encore, le risque, c'est la ponction vasculaire et là encore, ce risque devient vraiment minime quand on utilise l'échographie. Ça n'empêche qu'il faut garder ce risque en tête. Il faut respecter les règles de sécurité lorsqu'on réalise les blocs nerveux périphériques. Donc, c'est les mêmes règles de sécurité qu'on appliquait avec les techniques à l'aveugle. Alors, ce canal des adducteurs, c'est quoi? Le canal des adducteurs, encore appelé canal vasto-adducteur ou le canal de Hunter, il fait suite au canal fémoral. Alors, à ne pas confondre avec le canal fémoral. Donc, il va être limité en haut par le muscle sartorius, en dehors par le muscle vaste médial et médialement par le muscle long ou grand adducteur. Ça dépend du niveau où l'on se situe. Et en fait, à l'intérieur de ce canal chemine le nerf saphène qu'on voit ici, l'artère fémorale superficielle qui est une branche de l'artère fémorale, la veine fémorale aussi, la veine saphène aussi, qui est une branche de la veine fémorale. Donc la branche médiale du nerf du vaste médial, qui lui en fait est un bloc moteur, est un nerf moteur qui innerve le muscle vaste médial, mais qui n'intervient pas beaucoup dans la marche et qui ne va pas gêner en fait la déambulation, même s'il est bloqué. Alors, parfois, certains auteurs parlent d'une branche postérieure articulaire du nerf obturateur. Pour d'autres, le nerf obturateur ne chemine pas à l'intérieur du canal des adducteurs. Mais en tout cas, le nerf saphène et le nerf du vaste médial et l'artère fémorale superficielle cheminent assurément à l'intérieur de ce canal. Et votre principal repère donc va être l'artère fémorale superficielle justement. Donc voici le canal des adducteurs qui fait suite au canal fémoral, à ne pas confondre avec le canal fémoral. Ici encore, on va utiliser la sonde linéaire haute fréquence. C'est un bloc assez superficiel. Et là, voici la position idéale pour réaliser ce bloc. Donc, votre patient en décubitus dorsal, membre inférieur, donc en rotation externe, la hanche en rotation externe, le genou légèrement fléchi pour dégager en fait la cuisse. Vous allez poser votre sonde de manière transversale au milieu de la cuisse. Alors, il y a plusieurs, pas plusieurs méthodes. Moi, personnellement, je commence par scanner comme ça au milieu de la cuisse. D'autres préfèrent commencer par le pli de l'aine, comme pour un bloc fémoral, et suivre en fait l'artère, donc jusqu'à l'apparition de l'artère fémorale superficielle, donc qui va devenir plus profonde, en identifiant l'artère fémorale superficielle. Et voici la sonoanatomie. Donc, voici ce que vous devez voir à l'écran de votre échographe. Donc, vous allez identifier facilement l'artère fémorale superficielle, le muscle sartorius, comme je vous ai dit, qui va constituer le toit du canal. Ici, latéralement, le muscle vaste médial. Et ici, médialement, vous avez le muscle grand adducteur. Et en fait, votre nerf saphène, il se situe ici en dehors de l'artère fémorale superficielle. Alors, parfois, vous n'allez pas voir ce nerf.
il faut des échographes assez performants parce que c'est un tout petit nerf. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure sur la coupe anatomique de dissection. C'est un tout petit nerf que vous pouvez ne pas forcément voir sur votre écran, mais ce n'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de le voir. Il suffit de venir injecter ici, en dehors de l'artère, et de traverser ici la membrane vasto-adductrice. Donc, vous allez, d'ailleurs, la membrane vasto-adductrice, elle est assez épaisse et vous allez bien sentir le franchissement de cette membrane quand vous injectez. Donc, il suffit juste de venir ici injecter en dehors de l'artère qui est facilement reconnaissable et au cas où vous pouvez utiliser le Doppler couleur pour l'identifier. Et là encore, vous allez venir, donc l'artère est ici, vous allez, ça c'est mes propres coupes en fait, vous allez venir injecter juste en dehors de l'artère et décaler l'artère. Donc ici, voici la membrane vasto-adductrice, là. Ça, c'est vraiment un bloc qui est très intéressant, qui est largement utilisé pour la chirurgie du genou, la chirurgie de la jambe. Alors, oui, mais à quel niveau on peut réaliser un bloc au canal des adducteurs? En fait, les limites du canal des adducteurs ont été sujet de grandes controverses parce que, voilà, on ne connaît pas trop les limites. Certains, là, vous avez ici le canal fémoral. Et donc, si vous réalisez un bloc au canal des adducteurs trop haut, vous êtes dans le canal fémoral et vous risquez d'avoir une diffusion vers le nerf fémoral et donc perdre le bénéfice de l'épargne motrice, puisque le nerf fémoral innerve le muscle quadriceps, qui est un muscle assez important qui intervient dans la marche. Si vous injectez trop bas, ici, eh bien, vous risquez d'avoir une diffusion du liquide vers la fosse poplitée et entraîner un bloc du nerf sciatique. Et là encore, vous allez entraîner donc un bloc moteur et perdre le bénéfice de l'épargne motrice. Donc, idéalement, c'est d'injecter ici au milieu. Comment reconnaître l'endroit idéal où injecter? En fait, vous allez injecter lorsque le bord latéral du muscle sartorius rejoint le bord latéral, le bord médial du vaste médial. D'accord? Donc, lorsque le bord latéral du sartorius rejoint le bord médial du muscle vaste médial. Ou, autrement dit, lorsque vous allez avoir ce que j'appelle moi la queue du sartorius, c'est-à-dire la fin ici du sartorius. Donc là, c'est l'endroit idéal pour injecter. Si vous arrivez à voir tout votre sartorius ici en bande unique, c'est que vous êtes trop haut. Si vous avez vraiment le sartorius qui commence à disparaître ici, c'est que vous êtes trop bas. Donc, idéalement, lorsque vous avez un peu ici la queue du sartorius qui rejoint le vaste médial ici, ça c'est l'endroit, le meilleur endroit pour faire un bloc du nerf saphène au canal des adducteurs. Donc, voilà pour le nerf saphène, donc le bloc au canal des adducteurs dont on parlait tout à l'heure. Et on passe maintenant au bloc du nerf sciatique. Donc, le nerf sciatique qui est le plus gros nerf de l'organisme et qui, justement, possède un territoire d'innervation assez étendu. Donc, pratiquement toute la partie postérieure du membre inférieur, le cutané postérieur de la cuisse ici, la partie latérale de la jambe, le pied, donc le pied avec les deux branches, le fibulaire profond, le fibulaire superficiel, le fibulaire profond et le tibial à la face dorsale. Donc, ce qui veut dire que ce nerf va être indiqué pour la plupart donc, de la chirurgie du membre inférieur en association à un bloc fémoral, et puis seul ou en association à un bloc saphène pour la chirurgie de la jambe et seul pour la chirurgie du pied avec les branches, avec les blocs distaux, donc les branches terminales. Donc voilà. Alors, on peut réaliser ce bloc sur plusieurs endroits de son trajet. Donc, soit la voie parasacrée, mais en échographie, les deux voies les plus utilisées pour prendre un bloc, un nerf sciatique, c'est la voie subglutéale
et la voie poplitée. Donc, ce sont les deux voies les plus utilisées en pratique courante. Donc, voici les territoires d'innervation en matière de dermatome, de myotome et de sclérotome à la face antérieure. Donc, voilà, c'est la partie latérale de la jambe. Ici, entre les deux orteils, c'est le fibulaire profond. Ici, c'est le fibulaire superficiel. Par contre, les ostéotomes, regardez, là encore, vous avez les deux os de la jambe, le pied, une partie du genou aussi, la partie latérale et même médiale, donc antéro-médiale. En fait, le territoire d'innervation du sciatique est vraiment très, très étendu. Comment réaliser ce bloc? Donc, on commence par la voie poplitée, le bloc du nerf sciatique par voie poplitée. Là, vous pouvez le réaliser. Vous avez plusieurs possibilités. Donc, soit en décubitus, patient en décubitus dorsal, membre inférieur surélevé, genou fléchi, donc pour dégager la région poplitée ici, soit en décubitus ventral carrément, soit moi, ce que je préfère, moi je le réalise, c'est le décubitus latéral, donc le membre inférieur, donc le membre à bloquer en extension et l'autre membre en flexion. Évidemment, vous devez respecter l'ergonomie et toujours mettre l'échographe, vos mains et le patient sur le même axe pour pouvoir travailler de façon ergonomique pour optimiser, pour être confortable et optimiser l'ergonomie au maximum. Donc, pour la voie poplitée, en général, une sonde linéaire haute fréquence suffit parce que, bon, à ce niveau-là, vous pouvez l'avoir, hein, il est en général à 3-4 cm, parfois même moins. Par contre, chez les sujets obèses, là, à ce moment-là, ça peut être un peu plus profond et nécessiter une sonde basse fréquence. Et voici ce que vous devez voir à l'écran de votre échographe. Donc, vos principaux repères, ça va être l'artère poplitée, la veine poplitée, donc le muscle biceps fémoral, le semi-tendineux, le semi-membraneux, et vous allez voir vos deux branches, la branche tibiale et la branche fibulaire qui est latérale, en fait, qui va passer latéralement ici pour croiser le col du fibula et être latéral. Et puis, vous avez la branche tibiale qui est souvent juste ici au-dessus de l'artère poplitée. Donc, voici vos principaux repères. Et donc, vous allez venir injecter juste à l'union de ces deux branches, de la branche tibiale et du fibulaire commun. D'accord? Il est important ici, là encore, d'injecter à l'intérieur du fascia, donc à l'intérieur du paranèvre, et donc de séparer les deux branches. Ça, c'est vraiment l'idéal. Donc, en sonoanatomie, voilà ce que ça donne. Vous allez avoir, en fait, vous allez commencer par scanner ici au niveau du creux poplité et vous allez remonter votre sonde progressivement jusqu'à ce que vous allez voir apparaître donc le nerf tibial au-dessus de l'artère poplitée. Vous allez voir votre branche fibulaire qui est plus petite, qui va arriver latéralement pour rejoindre le nerf tibial et former une seule et unique structure qui est le nerf sciatique avant sa division. Donc, en général, ça va se faire à peu près à 7 cm du creux poplité. Et donc, idéalement, il faut avoir cette image, ce qu'on appelle l'image en cacahuète. Donc, lorsque vous avez les deux branches qui se réunissent et qui ont un petit peu cette forme de cacahuète. Et donc, idéalement, vous allez injecter à ce niveau-là, à l'intérieur, regardez, vous allez voir à l'intérieur du paranèvre, qui est cette membrane hyperéchogène, ce liseré hyperéchogène, et vous allez voir votre anesthésique locale encapsulée pour donner cette forme, un petit peu ce qu'on appelle la forme du donut ou du beignet. Donc ça, c'est pour le nerf
le nerf sciatique par voie poplitée, il y a une autre voie d'abord qui est la voie subglutéale, pardon. Donc, on va prendre le nerf sciatique un peu plus haut. En fait, plus votre chirurgie est haute et plus vous allez prendre vos nerfs au niveau proximal. Plus votre chirurgie est distale, plus il est conseillé de prendre les nerfs donc plus distalement. C'est-à-dire, si vous voulez faire un bloc sciatique pour une chirurgie du genou, il faudra le prendre au niveau subglutéal. Si par contre, vous voulez faire une chirurgie de la jambe, il faudra à ce moment-là le prendre par voie poplitée. Donc, voilà la position. Alors, les positions pour la voie subglutéale, ça va être soit en position latérale, soit en décubitus ventral. Et donc ici, c'est très simple. Alors là, par contre, on est assez profond. Donc là, il faut utiliser une sonde curviligne, hein, une sonde basse fréquence, parce que là, on va être minimum à 6 cm. Regardez, là, on est à peu près à 6 cm, 5 cm. Donc, il faut utiliser la sonde basse fréquence. Même si il m'est arrivé de faire des blocs sciatiques en subglutéal avec des sondes linéaires, si vous avez des patients maigres, donc à vous de voir. En fait, le nerf sciatique, juste à l'union des deux branches, il va plonger en profondeur et vous pouvez le suivre à partir donc, du creux poplité. Et donc, il va plonger en profondeur, il va être à un certain moment écrasé par le muscle grand glutéal et carré fémoral pour avoir donc cette forme un peu fusiforme ici, parce qu'il va être écrasé par les muscles. Et vous allez venir injecter à l'intérieur, encore une fois, du fascia, votre anesthésique local. Donc voilà pour le nerf sciatique par voie subglutéale. Alors voilà, le nerf sciatique, vous pouvez le prendre soit ici en subglutéal, soit ici par voie poplitée. Donc vous partez de la voie poplitée et vous remontez ou vice-versa. Donc vous avez deux voies au choix en fonction de l'indication, en fonction du siège, surtout de votre chirurgie. Alors, j'ai tenu à vous parler du bloc iliofacial. Le bloc iliofacial est un bloc qui a été vraiment largement utilisé avant à l'aveugle, avec les techniques à l'aveugle. Ensuite, il est un petit peu tombé en désuète pour ces derniers temps. Il reconnaît un grand regain d'intérêt grâce à l'échographie notamment, parce que c'est un bloc qui rend beaucoup de services. Alors, c'est quoi ce bloc en fait? Le bloc iliofacial, il s'agit d'un bloc de diffusion. C'est un bloc interfacial où on va injecter, là on ne va pas viser un nerf, on va injecter à l'intérieur d'un fascia, le fascia iliaca en l'occurrence. Donc comme pour tous les nerfs, les blocs de diffusion ou les blocs interfaciaux, c'est un nerf qui a un effet volume, il faut donc du volume. Donc on va utiliser des gros volumes de basse concentration pour avoir un bloc efficace. C'est un bloc qu'on va utiliser particulièrement donc en traumato pour l'analgésie donc en traumatologie. Et l'intérêt de ce bloc, c'est qu'on va bloquer le nerf fémoral et le nerf cutané latéral de la cuisse à 80 voire 100% des cas. Ce qui explique que ce nerf va être indiqué dans les chirurgies qui sont concernées par ces deux nerfs, à savoir donc les mêmes indications que pour un bloc fémoral. En traumatologie de la diaphyse fémorale, en traumatologie de l'extrémité supérieure du fémur, la patella, les parties molles de la face antérolatérale de la cuisse, donc, qui est concernée par le cutané latéral de la cuisse. Et donc, c'est un bloc qui est très, très facile à réaliser, qui est très sûr et qui surtout est très safe parce que là, il n'y a vraiment aucune structure dangereuse à côté. Donc ici, la position, on va se mettre comme pour faire un bloc fémoral. D'ailleurs, on va commencer à scanner au niveau du pli inguinal comme pour le fémoral. Puis, on va glisser la sonde légèrement, donc latéralement.
Donc voilà, vous allez vous mettre ici, comme pour faire un bloc fémoral, hein. Vous avez l'artère fémorale, le nerf fémoral ici, d'accord, en dehors. Et puis vous allez partir un peu latéralement, vous allez identifier le muscle iliopsoas, donc le corps du muscle iliopsoas, et il vous suffit de venir injecter ici, à l'intérieur de ce fascia, qui apparaît comme un liseré, donc hyper échogène. Vous allez injecter ici à l'intérieur du fascia une certaine quantité d'anesthésique locale, et donc sous le fascia iliaca. Et donc théoriquement, vous allez avoir une diffusion de ce côté-là vers le nerf fémoral et de ce côté-là vers le nerf cutané latéral de la cuisse, donc latéralement. Donc, ce qui explique les territoires et les indications de ce bloc. Donc, c'est un bloc vraiment très, très intéressant avant, on l'utilisait, on le réalisait à l'aveugle, donc juste avec la perception du franchissement des deux fascias, le premier pop, le fascia lata, le fascia iliaca. Et maintenant, on le fait donc sous éco-guidage. Il vous suffit juste de venir injecter ici sous le fascia iliaca. Donc, vous avez le fascia lata et le fascia iliaca qui recouvrent le muscle iliopsoas et le nerf fémoral. Donc, vous allez avoir une diffusion ici vers le nerf fémoral et là vers le cutané latéral de la cuisse. Donc, c'est un nerf assez intéressant en traumato. Et là, ce qui est nouveau avec le bloc iliofacial, et une des raisons pour lesquelles il connaît un certain regain d'intérêt, c'est que grâce à l'échographie, on lui décrit aujourd'hui une autre voie, notre approche, qu'on appelle l'approche supra-inguinale. Donc, on va le réaliser un peu plus, c'est-à-dire un peu plus proximal, au-dessus du ligament inguinal, ici. Pourquoi? En fait, pour être sûr de prendre les deux nerfs, puisqu'à ce niveau-là, le nerf cutané latéral de la cuisse n'a pas encore amorcé donc sa voie complètement latérale. Si vous le réalisez ici, vous avez vu tout à l'heure, vous allez avoir une diffusion vers le cutané latéral entre 80 et 100%, pour certains 75%, et plutôt vers le nerf fémoral. Si vous le réalisez un peu plus haut, le nerf cutané latéral est un peu plus proche du nerf fémoral. Et là, vous allez à coup sûr les avoir tous les deux, avoir une bonne diffusion vers les deux nerfs. Ce qui est fort intéressant dans la chirurgie de la hanche, puisque dans la chirurgie de la hanche, on a l'incision est située justement sur le territoire du cutané latéral de la cuisse. Alors, autant pour une chirurgie du fémur ou du genou, vous pouvez très bien le faire au niveau donc, du pli inguinal. Autant pour la chirurgie de la hanche, il est préférable d'aller l'aborder un peu plus haut, au niveau supra-inguinal. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, la règle, c'est que plus votre chirurgie est proximale, plus vous devriez faire des blocs proximaux, en fait, un peu plus haut. Donc, ici, on va se mettre justement au-dessus du pli inguinal, au-dessus du ligament inguinal. Et là, on reconnaît donc l'oblique, le muscle oblique interne et le muscle transverse. Et puis, on a l'apparition du muscle iliopsoas ici. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de venir toujours le même principe, injecter sous le fascia iliaca ici qui recouvre le muscle iliopsoas, et avoir donc une diffusion ici vers le nerf fémoral qui est situé ici donc médialement, et vers le cutané latéral de la cuisse ici. Donc voilà, vous avez une diffusion ici vers le nerf fémoral. Votre nerf fémoral va être situé à ce niveau-là, et puis vers le nerf cutané latéral de la cuisse ici. Donc, vous avez l'oblique interne, le transverse et donc le muscle iliopsoas. Donc, qu'on voit ici tout le corps du muscle psoas. Le principe est le même, c'est d'injecter sous le fascia. On passe maintenant à un bloc un peu plus moderne, le plus moderne de tous en fait. C'est le fameux PENG block. Alors, le PENG block,
en fait un acronyme issu de l'anglais pour Pericapsular Nerve Group Block. Donc, ce bloc, en fait, est indiqué pour l'analgésie de la chirurgie de la hanche, en particulier de l'extrémité supérieure du fémur, que ce soit en traumato ou en chirurgie réglée, donc tout ce qui est PTH, fracture du col, fracture pertrocantérienne du sujet âgé. Donc, ce bloc constitue une excellente alternative au bloc fémoral ou au bloc iliofacial. Donc, c'est un petit peu les mêmes territoires d'innervation. Par contre, l'intérêt de ce bloc, c'est encore une fois l'épargne motrice. On va voir pourquoi. En fait, avec ce bloc, on va bloquer les branches articulaires du nerf fémoral et du nerf obturateur. Donc, ces nerfs-là, donc ces branches articulaires, sont responsables de l'innervation de la capsule antérieure de la hanche, et donc ce qui explique les indications. C'est un bloc récent, je ne vais pas dire nouveau, ça commence à se démocratiser. C'est un bloc qu'on utilise aujourd'hui en douleur chronique aussi. Dans la douleur chronique, c'est un bloc interfacial. Donc là encore, c'est un bloc de diffusion. Il va nous falloir du volume. On va utiliser des grands volumes de basse concentration. Et justement, l'effet est volume dépendant. Donc, voici l'idée de ce bloc. L'idée de ce bloc, c'est de venir, là, on va être encore plus proximal. Donc, on va venir ici bloquer les branches articulaires du nerf fémoral, ici en jaune, du nerf obturateur, ici en bleu foncé, et les branches articulaires du nerf obturateur accessoire. Le nerf obturateur et le nerf fémoral, je ne sais pas si vous vous rappelez les planches d'anatomie tout à l'heure, qui interviennent dans l'innervation de l'extrémité supérieure du fémur. Et donc, regardez ici, on a un effet volume certain, puisqu'on voit ici la diffusion quand on injecte 20 cc de bleu de méthylène comparé à 10 cc ici, où on voit le territoire un peu plus restreint. Donc, c'est un bloc de diffusion. Il va falloir utiliser au minimum 20 cc, 20 millilitres d'anesthésique locale diluée, soit de la bupiva à 0,25% ou même moins. Vous pouvez utiliser des adjuvants. Donc, voici justement l'innervation de la capsule antérieure de la hanche. Vous avez là la moitié médiale, le nerf obturateur accessoire. La plus grande partie, c'est les branches articulaires du nerf fémoral, ici. Et vous avez la partie inférieure, c'est les branches articulaires du nerf obturateur. Donc, ces trois nerfs, donc ces trois branches, enfin ces différentes branches des trois nerfs sont concernées par le PENG block, et donc ça va vous apporter une analgésie de toute la capsule antérieure. Je tiens à le préciser. Donc, ce bloc est indiqué pour les abords antérieurs de la hanche. Alors, la position, donc c'est toujours en décubitus dorsal. Par contre, vous allez mettre votre sonde ici, au-dessus de la branche iliopubienne, juste contre la branche iliopubienne. Là, il vous faudra aussi utiliser une sonde curviligne et basse fréquence, même si, encore une fois, moi, personnellement, je l'utilise beaucoup chez les petits vieux là, qui viennent pour les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, les cols et tout ça. Et j'arrive très bien à le faire avec une sonde linéaire. Quand vous avez des sujets qui sont maigres, vous allez très bien arriver à le voir, à facilement identifier les structures avec une sonde linéaire. Donc, vous allez vous mettre juste ici contre la branche iliopubienne, et vos principaux repères, donc ça va être l'épiniliaque antéro-inférieur. Donc, vous allez identifier ici voilà, l'épiniliaque antéro-inférieur, la branche iliopubienne ici, donc tout ça, la branche iliopubienne qui se manifeste par ce liseré hyperéchogène, d'accord? Et votre principale structure, votre cible, c'est ça, c'est ce bouton hyperéchogène qui représente le tendon du muscle psoas. Voici le muscle psoas, son tendon ici, qui repose sur la ligne iliopubienne. Et là, plus loin, plus superficiellement, vous allez avoir l'artère fémorale et le nerf fémoral
pour un bloc fémoral. Et vous allez en fait venir ici. Donc, vous allez venir ici en arrière du tendon du muscle psoas et injecter entre la branche iliopubienne et le psoas et décoller en fait décoller le psoas avec le liquide, avec l'anesthésique locale. Donc, vous allez décoller, regardez le psoas. D'ailleurs, il est conseillé de venir avec votre aiguille, buter contre la branche iliopubienne ici, buter contre l'os, vous retirez d'1 millimètre et injecter votre anesthésique local. Alors, il est ne jamais, jamais injecter au-dessus du tendon du psoas, parce que si vous injectez à ce niveau-là, vous allez avoir une diffusion ici vers, donc vous allez avoir une diffusion ici vers le nerf fémoral et vous allez perdre le bénéfice de l'épargne motrice. Donc justement, comme c'est un bloc qui n'entraîne pas de bloc moteur, ce bloc est de plus en plus utilisé en douleur chronique. Donc pour les coxarthroses, pour les douleurs articulaires de la hanche, c'est un bloc qui est vraiment très intéressant et qui donne de très bons résultats. Donc voilà, je n'ai pas voulu aborder les tout petits nerfs parce que bon, ça ne va pas en finir. Avec l'échographie, aujourd'hui, on peut bloquer n'importe quel nerf sur n'importe quel endroit de son trajet. Je vous ai parlé ici des principaux blocs à connaître si vous voulez faire de la chirurgie du membre inférieur. Avec ces blocs-là, vous pouvez faire la majeure partie de la chirurgie du membre inférieur. Après, il y a le bloc du nerf obturateur, il y a le bloc cutané latéral de la cuisse, il y a les blocs distaux, le sural, le tibial, le fibulaire superficiel, le fibulaire commun. Donc, il aurait fallu tout un après-midi pour en parler. Mais sachez qu'avec ces blocs-là qu'on vient de voir, vous pouvez déjà faire pratiquement, ce sont les principaux blocs. Donc, les blocs nerveux périphériques, voilà, c'est une technique attractive qui suscite beaucoup d'intérêt, irremplaçable pour l'anesthésie, mais surtout pour l'analgésie post-opératoire. Donc, les blocs, vous pouvez les utiliser soit à visée anesthésique, soit à visée analgésique. Ces techniques ont connu un véritable essor grâce notamment à l'échographie, puisque aujourd'hui, on a des indications. Les indications se sont multipliées ainsi que les voies d'abord, puisque comme je vous l'ai dit, on peut bloquer un nerf à différents endroits donc de son trajet. Évidemment, on ne décrit plus le bénéfice-risque de ces techniques, hein, c'est indéniable. Ils allient efficacité et sécurité, moindre morbidité. Alors, il faut quand même une certaine connaissance de l'anatomie surtout, de la pharmacologie et une certaine expertise que vous allez facilement acquérir avec la pratique. Et puis, il faut suivre les règles de sécurité et les différentes recommandations. Retenez que pour le membre inférieur, un seul bloc ne suffit pas pour faire l'anesthésie régionale complète du membre inférieur. Donc, si vous voulez faire vraiment une anesthésie de tout le membre, il va vous falloir donc associer les blocs pour la simple raison que l'innervation est assurée par deux plexus différents, l'un en antérieur et l'autre en postérieur. Donc, il vous faut au minimum 2 abords. Et retenez aussi qu'avec 2 blocs, simplement, le bloc fémoral et le bloc du nerf sciatique, que ce soit par voie poplitée ou par voie subglutéale, donc vous pouvez faire en général la majeure partie des interventions du membre inférieur, quasiment 90% des interventions au membre inférieur. Voilà, donc technique séduisante, bénéfice-risque très élevé. Bien sûr, l'anatomie, encore et toujours, je ne vous le dirai pas assez, je ne vous le dirai jamais assez. Donc, si vous voulez faire de l'ALR, faites de l'anatomie d'abord, sinon vous n'irez pas loin. Plusieurs techniques, et si vous devez retenir 2 blocs, voilà, c'est le fémoral et le sciatique. À chaque fois, je dis ça à mes stagiaires. Si pour le membre supérieur, je vous demanderai de maîtriser 2 blocs, l'interscalénique et le bloc axillaire. Pour le membre inférieur, maîtriser un bloc fémoral, un bloc sciatique en moins avec ces deux voies d'abord,
avec ces blocs, vous pouvez faire pratiquement toute la chirurgie du membre supérieur et toute la chirurgie du membre inférieur. Donc, vous avez 4 blocs à maîtriser. Si vous devez en retenir les 4, ça va être ces 4-là. Donc, avec ça, vous pouvez faire pratiquement toute la chirurgie. C'est un petit peu le kit de survie de l'ALR, de l'anesthésiste réanimateur en matière d'ALR. Voilà, donc c'est fini. Je vous remercie d'avoir été là, d'avoir assisté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais juste essayer. Je t'ai donné la main pour te unmuter, Shatar, si tu es Très toujours bien. là. Oui, je suis là. Super. Très bien. Alors, c'était très Des clair. questions. Oui, non, ok. Il y a des questions, mais qui vont nous ramener un petit peu à la discussion qu'on a eu la dernière séance. Les anesthésiques locaux, j'imagine. Et Oui. tu as très bien compris. Je crois qu'on ne va pas pouvoir y échapper à Ah oui, ce non, webinaire, à ce prochain mais webinaire. tu vas devoir le faire. Voilà, Alors, apparemment. ce qu'on te pose comme question d'abord, quelles sont les doses toxiques pour le membre inférieur? Moi, je pense qu'il n'y a pas de dose toxique pour un membre par rapport à un autre. Il y a des doses toxiques, ça dépend de l'anesthésique locale que vous utilisez. Je pense que tu es d'accord avec moi, Abed. Tout à fait. Alors, Par contre, alors il y a un nombre de CC en fait à injecter pour chaque nerf. Je pense que c'est ça tout la à question fait. qu'on voulait te poser. C'est un petit peu quels sont Alors, c'est vrai. les volumes à Alors, injecter. les volumes, ouais, j'en ai pas parlé. Alors, en ce qui concerne les doses toxiques, je sais pourquoi vous posez cette question, parce que vous avez vu, j'imagine, dans les revues, dans les manuels et tout, doses aux membres supérieurs, aux membres inférieurs. En fait, elles ne diffèrent pas tellement. Elles diffèrent en matière si elles diffèrent, c'est de 1 mg, pas plus. Pour la lidocaïne, hein, pas pour la bupivacaïne. Sinon, pour la bupivacaïne, c'est 2,5 mg, que ce soit en membre supérieur ou en membre inférieur. Pour la lidocaïne, il y a dans certains ouvrages, c'est vrai, vous allez trouver 6 mg au membre supérieur, 7 au membre inférieur, kilos bien sûr. Mais en fait, c'est pareil, les doses toxiques sont les mêmes. Retenez juste les doses toxiques des anesthésiques locaux. Elles sont propres aux anesthésiques locaux, peu importe l'endroit où vous injectez. Effectivement, voilà. Et pour la Par contre, ropivacaïne, Abed, la dose toxique, le naropène, je ne sais elle pas est de si tu 3. l'as. Non, il n'y a que. Non, nous, on ne l'a Il y a que pas. la CA là, ouais. Ah, C'est ça, il n'y a que les hôpitaux. Voilà. On ne l'a pas, mais la naropéine, c'est pareil, c'est 2,5 à 3 mg kilo. C'est proche, c'est D'accord. 3 mg kilo, pareil. Donc, en ce qui concerne les volumes à injecter, comme je vous ai dit la dernière fois, quand on fait de l'écho, on n'est plus condamné avec des volumes à respecter attentivement, puisque on voit la diffusion de notre anesthésique locale, et donc il suffit de voir que votre anesthésique locale est bien baignée pour arrêter l'injection. Par contre, il y a des volumes à ne pas dépasser, ou en tout cas des volumes, on va dire, qui sont donnés à titre indicatif. Vous pouvez en injecter moins. Comme par exemple, pour un bloc fémoral, il ne faut pas dépasser 20 cc, mais pour un bloc fémoral, 10 cc à 15 cc vont suffire. Pour un bloc au canal des adducteurs, pareil, en général 10 cc, voire 7 cc pour certains, ça va suffire. Pour les blocs de diffusion, par contre, là, il faut du volume. Il vous faut minimum 20, voire 30 cc pour avoir des blocs efficaces. Comme pour le PENG bloc liliofacial, plus vous donnez des volumes,
plus votre bloc est efficace. Donc là, vous allez plutôt jouer sur les concentrations. Par exemple, vous allez donner de la bupiva à 0,25 pour ne pas tomber dans les doses toxiques. Très Voilà. bien. Pour le sciatique, là encore, c'est un gros nerf. Il faut quand même une certaine quantité, mais ne pas dépasser 20 cc. 20 cc. Donc, en général, 20 cc, ça peut être un peu moins, mais sans dépasser 20 cc en moyenne. Très bien. Alors, on continue les questions à vous. Oui, oui. Ça c'est fait. Donc, la posologie, ça, tu en as parlé. Bien sûr qu'on peut utiliser tous les anesthésiques locaux sur tous les blocs, hein, parce qu'il y a une question par rapport au PENG. Est-ce qu'il pourrait être fait à base de marcaïne? C'est oui. Ben, c'est ce qu'on Alors, fait, hein, bupivacaïne. En fait, c'est pas. En fait, pour le peng, c'est pas est-ce qu'il doit être fait à base de marcaïne, est-ce qu'il peut être fait à base de marcaïne? Il doit être fait à base de marcaïne. Pourquoi? Parce que le peng bloc, c'est un bloc purement analgésique. Ce n'est pas un bloc anesthésique. Donc, à chaque fois que vous faites des blocs à visée analgésique, vous devez systématiquement utiliser la bupivacaïne parce que par rapport aux propriétés pharmacologiques, puisque la bupivacaïne a une durée d'action plus longue que la lidocaïne. La lidocaïne va être indiquée seulement en anesthésie, dans un but anesthésique, pour les actes courts à intermédiaires, d'une durée de 1 heure et demie à 2 heures. Il n'y a pas d'indication à utiliser de la lidocaïne pour les blocs analgésiques parce que sa durée d'action est courte, donc vous n'allez pas avoir de bénéfices analgésiques. L'effet disparaît. Donc, tous les blocs analgésiques, je dis bien, doivent être faits sous bupivacaïne ou ropivacaïne, qui sont les anesthésiques locaux à durée d'action intermédiaire, voire longue. Et à ce Voilà. moment-là, est-ce que tu utilises plutôt une concentration anesthésique ou bien une concentration Puisque, analgésique? Il y a non, une non, question non. qui te dit, est-ce que par basse concentration par rapport à la bupivacaïne, tu veux parler d'un 0,0625? Euh, Pas forcément, vous pouvez utiliser, par exemple, moi perso, le pen, je l'utilise à 0,25%, à 0,25, 20 cc à 0,25. Après, si par exemple, vous allez associer les blocs, vous allez faire un peng et associer, je ne sais pas moi, un sciatique pour une autre cause, où vous allez utiliser, là, vous allez jouer sur la concentration. Vous allez utiliser des concentrations plus basses, à 0,125 par exemple, pour ne pas tomber dans les doses toxiques. Mais si vous allez utiliser un peng bloc seul, donc 20 cc, 0,25%, vous êtes loin de la dose toxique. Moi, personnellement, les blocs analgésiques, j'utilise du 0,25. J'utilise du 0,25 quand je n'ai pas à associer des blocs. Après, il faut calculer la dose toxique en milligrammes, encore une fois, hein, Très en bien. milligrammes kilo. Alors, on te dit aussi pour tout ce qui est analgésie de la prothèse de genou, pour la PTG, Oui. toi, tu utilises quel bloc Alors, analgésique? soit le fémoral, soit le saphène au canal des adducteurs. C'était d'ailleurs le sujet de ma thèse. Donc, alors, vous avez le choix. Si vous savez que votre patient va être cloué au lit, si vous ne faites pas de rack, si vous ne mobilisez pas vos patients précocement, vous pouvez faire un fémoral. Ça marche très bien, ça donne très bien. Si par contre, vous voulez gagner en motricité, si votre patient, par exemple, nous, on les fait marcher dès le lendemain matin, voire même au cours de ma thèse, j'ai fait marcher des patients le soir même de l'intervention sous ALR, sous bloc au canal des adducteurs. À ce moment-là, faites un saphène au canal des adducteurs. Donc, vous avez le choix, vous pouvez faire les deux. C'est en fonction de votre expérience, c'est en fonction de vos impératifs, c'est en fonction du patient aussi. Voilà, donc en tout cas, les deux sont indiqués, sans aucun problème. La prochaine question te dit, est-ce qu'il y a encore un intérêt à aller bloquer exclusivement le latéral de cuisse? Il n'a jamais eu intérêt à bloquer uniquement le cutané latéral de la cuisse. Je m'explique. Le cutané latéral de la cuisse, c'est un nerf purement sensitif. Dans le territoire, c'est juste la partie latérale, enfin, latérale, la partie latérale de la cuisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez
Je ne sais pas si vous vous rappelez de la planche tout à l'heure. Donc, c'est juste la partie cutanée de la cuisse, latérale cutanée, si vous voulez. Donc, c'est pour l'incision. Moi, personnellement, je le bloque presque jamais parce que, en fait, ce qui fait mal le plus en chirurgie orthopédique, c'est l'articulation. D'accord? Donc, c'est l'articulation. Donc, il faut prendre en charge l'articulation. Le cutané latéral de la cuisse, il intervient que sur la peau. En fait, vous pouvez très bien l'associer. Hein, c'est bien parce que ça va vous donner une analgésie sur la cicatrice. La cicatrice que vous pouvez très bien avoir en infiltrant juste la plaie, en fait, par exemple. Donc, Très bien. Et dans ce cas-là, quelle est la technique quand on te dit? alors, vous pouvez, par contre, vous pouvez indiquer un cutané latéral seul si vous avez une chirurgie superficielle cutanée, par exemple, une greffe de peau à ce niveau-là, ou là, c'est tout. D'accord? À ce moment-là, c'est vraiment la région cutanée, c'est tout. Et tu Tu m'as ferais dit quoi? comment? Oui, tu ferais comment? Quelle est la technique Pour pour le le cutané latéral de bloquer? la cuisse? Ouais, Alors attendez, ouais. vous allez, on va, Je pense que je l'ai vu sur une de tes… oui, oui. En fait, vous allez vous mettre comme pour un fémoral. voilà. C'est la même personne hein, qui a posé pratiquement toutes ces questions. Ah, c'est une personne intéressée, c'est bien. Voilà, donc on va se mettre. Alors, attendez. Vous arrivez à voir mon écran? Oui, Donc, on va se mettre ici, comme pour un bloc fémoral, on va se décaler latéralement. Je ne sais pas si sur les autres planches, on arrive à mieux voir. Donc, on va se décaler latéralement et on va juste venir injecter dans le fascia sur le muscle sartorius. Voilà. très bien. Alors, ta précédente Donc, réponse a soulevé une question. Mais vas-y, donc, finis et juste on y ici, revient. à la fin, juste ici Ouais. sur le sartorius, là, vous allez vous décaler à partir d'un fémoral. Vous allez injecter juste dans le fascia, dans le liseré, une quantité d'anesthésique locale. Là encore, 3 à 5 cc suffisent parce que c'est un tout petit nerf. Vous n'allez pas forcément le voir. Il suffit juste d'injecter à l'intérieur du fascia. C'est tout. D'accord? Très bien. Alors, je t'ai dit, ta précédente réponse a soulevé une question et c'est une de mes résidentes qui te la pose. Donc, je vais te la poser. Hein. Oui. Alors, elle est étonnée de te voir faire un bloc fémoral pour l'analgésie d'une PTG au genou. Elle est étonnée. Oui, dis qui Ben, fèche. on va, voilà, on va revenir, on va revenir à l'anatomie. Voici l'innervation d'un nerf fémoral. Et regardez le genou ici. En avant, il est innervé principalement par le nerf fémoral. Vous allez avoir du sciatique ici un peu, Alors, d'accord? si Et tu pouvais un peu. faire le plein écran, s'il te plaît, parce que, il y a des gens qui demandent à agrandir l'image. Je ne sais pas. Voilà. Pour moi, c'est clair. Mais vas-y. Donc regardez. Vous avez, ça c'est le nerf fémoral. Et regardez le territoire du nerf fémoral. Alors, vous allez avoir un petit peu d'obturateur ici, et la partie postérieure, vous allez avoir du sciatique. Mais la partie antérieure et l'articulation, et donc ça, c'est le nerf fémoral. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui. Enfin, je lui avais déjà dit, mais voilà. Ria, Je pense qu'il y a est-ce que d'autres tu as… personnes qui devaient avoir la même question qui trottait dans la tête. Alors, Ria, j'attends sa réponse, en fait. Elle n'a pas encore Donc répondu. voilà, je te remets encore cette planche. Voici un genou et voici l'innervation. Le violet, tout le violet, là, c'est le nerf fémoral. Tu as une petite partie ici de l'obturateur qui n'est pas concerné, en fait, parce que bon, l'articulation, c'est surtout ici. Hein. Par contre, la partie postérieure, elle est innervée par le sciatique. Et Ah. parfois, pour avoir une analgésie parfaite, parfois les patients se plaignent parfois de douleurs postérieures. Vous pouvez associer un sciatique. Voilà, Elle te remercie, elle a compris. Alors, la prochaine parfait. question, et je pense que En fait, nous avons… les indications, c'est l'anatomie. J'en ai rien inventé.
C'est pour ça que je Très vous dis, bien. il faut bien connaître l'anatomie. Vous devez connaître par cœur pour comprendre un peu les indications des blocs. Alors, prochaine Oui. question. Je pense que nous avons quelqu'un qui travaille beaucoup en orthopédie. Donc, il y a beaucoup de questions à te poser. Bah, l'orthopédie, en général, c'est la chirurgie qui se prête le plus au bloc Oui. des membres, en fait. Alors, on te dit, alors je pense que bon, tu avais un petit peu parlé de ça, mais Malish, quelle est la place du nerf obturateur? Quelle est la place du nerf obturateur? Alors, la place cutanée, voilà, en fait, il a un tout petit territoire cutané, la face médiale de la cuisse et du genou, d'ailleurs, qui est inconstant. Chez certains patients, on ne le trouve pas toujours. Par contre, il a une grosse part dans la chirurgie de la hanche, dans l'articulation de la hanche, dans le fémur aussi, d'accord, dans le fémur, et une petite partie médiale du genou. Donc, dans la hanche, euh, il peut être, c'est d'ailleurs la raison, une des raisons pour laquelle, dans laquelle donc on fait un pink block. Le pink block, on bloque aussi ce nerf obturateur. Parfois, pour la chirurgie du genou, vous pouvez associer un nerf obturateur, mais ici, son territoire, regardez, il est vraiment restreint, je dirais. Donc, donc voilà. Et pour le pink block, justement, L'intérêt, je dirais, la chirurgie de la hanche, il peut avoir un intérêt. Et là, vous pouvez le prendre par pink block ici. très bien. Euh, pour le pink block, justement, on te dit, est-ce qu'il Ah, peut remplacer, hein? excuse-moi, Chatar, cette personne, peut-être que. Alors, il y a certaines personnes qui vont aller faire de la chirurgie du genou sous ALR seul. Ils vont devoir associer un fémoral, un sciatique, un Un obturateur obturateur, hein? au minimum. Et moi, je ne suis pas très fan de ces pratiques-là parce que pour la même, le genou est une articulation richement innervée. Il y a beaucoup de nerfs qui interviennent dans l'articulation du genou. Regardez, vous avez le fibulaire ici, le fémoral. En arrière, vous avez le sciatique ici, le tibial ici. Donc, vous avez beaucoup de nerfs. Il vous faut au minimum 3 blocs pour faire une chirurgie du genou. Et moi, j'estime qu'il n'est pas vraiment nécessaire d'aller faire subir 3 injections à un patient pour une technique, pour une chirurgie qu'on peut faire avec une seule ponction qui est l'arraché anesthésie. Donc voilà, les blocs, oui, mais en abuser, je ne vois pas l'intérêt. Franchement, il y a des indications voilà, que la chirurgie du genou sous ALR seul, c'est un peu compliqué. C'est comme, en fait, c'est comme l'histoire de l'épaule, en fait. Hein. Très bien. Donc, ça c'est Voilà. fait. Alors, pour les questions suivantes, enfin, tu n'as pas encore répondu à la question, Hadi. Pour le pink block, est-ce qu'il peut remplacer le fémoral et l'iliofacial? Il peut très bien remplacer le fémoral et l'iliofacial, d'ailleurs, c'est ce qu'il fait. Il remplace le fémoral et l'iliofacial pour la chirurgie de la hanche, de l'extrémité supérieure, de la hanche, de la capsule antérieure. Parce qu'ici, on va bloquer que les branches articulaires du nerf fémoral et du nerf obturateur. Le nerf fémoral envoie des branches articulaires vers la capsule antérieure. On a vu tout à l'heure l'innervation. Donc, ça ne va pas remplacer un fémoral, par exemple au niveau du genou ou du fémur, non, mais au niveau de la capsule antérieure de la Si. hanche, oui, voilà, simplement au niveau de la hanche, puisque le nerf fémoral envoie des branches articulaires vers la capsule antérieure, vers l'articulation, la capsule antérieure de l'articulation. D'accord? Donc, ça peut remplacer un fémoral juste pour la chirurgie de la hanche, pas pour le reste, parce qu'ailleurs, c'est carrément le nerf fémoral, pas ces branches articulaires. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui.
Alors, la Voilà. prochaine question nous vient de loin, mais Par le exemple, je confrère, donne un exemple. Le nerf fémoral, il va encore se diviser ici, à mi-cuisse à peu près, il va se diviser en une dizaine de branches. Par exemple, dans le nerf saphène. Si vous faites un nerf fémoral ici, vous allez forcément, ici proximalement, vous allez forcément avoir un bloc du un nerf bloc. saphène. Par contre, si vous faites un bloc du nerf saphène ici, vous ne pouvez pas avoir un bloc fémoral au-dessus. D'accord? Et pourtant, c'est une branche du nerf fémoral. Est-ce que c'était clair? Oui, 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 il a répondu que c'était compris. Très bien. Alors, les deux prochaines questions nous viennent de loin, mais le confrère n'a pas précisé de quel pays il est. Alors, là, sa Pas première grave. question, c'est par rapport aux incidents et accidents de l'ALR du membre inférieur. Et je pense que tu vas D'accord. devoir parler des intoxications des anesthésiques. Oui, voilà, en fait, aujourd'hui, avec les incidents et accidents de l'ALR, ça concerne, comme pour les anesthésiques locaux, que ce soit les membres supérieurs ou le membre inférieur. Donc, ce sont les mêmes. Il faut savoir que les incidents et les accidents ont largement diminué avec les échographes, donc avec l'arrivée des échographes, puisque là, on fait les blocs en toute sécurité avec pratiquement des taux de réussite qui avoisinent les 100%. Mais les principaux incidents des blocs nerveux périphériques en général, que ce soit en membre supérieur ou membre inférieur, ça va être les intoxications aux anesthésiques locaux, qu'elles soient systémiques ou nerveuses ou neurologiques. Et sinon, les lésions nerveuses, c'est-à-dire par blessure d'un nerf ou une injection intraneurale, donc une blessure nerveuse par l'aiguille ou compressive. Et ça, les études ont montré que le taux de lésions nerveuses secondaires au bloc nerveux périphérique, elle est très rare. Elle est de l'ordre, je pense, de 0,07%, si je me rappelle bien. Et avec l'échographe, ça a encore baissé, on Diminué. a presque plus d'incidents. En fait, évidemment, si on respecte les règles de sécurité inhérentes à la réalisation de tout ALR. Alors, ça tombe bien que tu parles de sécurité parce que sa prochaine C'est question est pour en ça qu'ils rapport. ont un bénéfice risque très important parce qu'il n'y a pratiquement pas de risque pour un bénéfice indéniable en fait. Alors, peut-être que ça tombe bien que tu parles de sécurité parce que sa prochaine question est totalement en rapport. Alors, lui, il te dit que le plateau technique chez lui n'étant pas ce qu'il est chez nous, il te demande est-ce qu'il y a moyen d'aller faire un bloc sciatique, mais à l'aveugle? À l'aveugle, non. Voilà, Non. Il faut un minimum un neurostimulateur. un neurostimulateur. Ça, on peut très bien les faire avec des barrettes. Par exemple, le nerf saphène, vous pouvez le faire à l'aveugle en faisant juste une barrette à ce niveau-là. Donc, à ce niveau-là, juste sous le genou, ou alors juste au-dessus du genou, faire une barrette ici à l'aveugle, sous-cutanée. Parce qu'à ce niveau-là, le nerf saphène devient très superficiel. Vous pouvez faire un bloc du nerf sural à l'aveugle, les nerfs fibulaires profonds et superficiels ici au pied à l'aveugle. En tout cas, les nerfs sensitifs, vous pouvez les faire à l'aveugle parce qu'il suffit de faire des barrettes sous-cutanées. Par contre, les gros nerfs, les nerfs moteurs, vous ne pouvez pas les faire à l'aveugle. Il faut au moins les faire avec un neurostimulateur et rechercher une réponse motrice et respecter les règles de sécurité, arrêter à 0,5 de stimulation pour ne pas tomber dans le nerf, etc. Très bien. Alors, prochaine question aussi est en rapport avec les anesthésiques locaux. On te demande est-ce que les mélanges des anesthésiques sont toujours d'actualité? Tu as déjà répondu la dernière fois, mais voilà. Apparemment, c'est une personne qui nous a rejoint cette fois-ci. Ah oui. Mélange d'anesthésiques locaux sont strictement prohibés. Voilà. Il ne faut plus le faire. Il faut plus le faire parce qu'en fait, on a un effet additif de la toxicité des différents anesthésiques locaux, de 1.
De deux, il n'a aucun intérêt ils n'ont aucun intérêt parce qu'en fait, l'association d'anesthésiques locaux qu'on faisait, soi-disant pour raccourcir le délai d'action et prolonger la durée d'action, en fait, ce n'est pas vrai du tout parce que vous allez gagner peut-être une minute en faisant courir à votre patient un risque toxique supplémentaire. Donc, il ne faut pas les associer. Si vous voulez, il y a des indications qui sont claires. Si vous voulez faire de l'anesthésie, si vous avez des actes courts, pas très douloureux, utilisez de la lidocaïne. Si vous avez des actes plus ou moins lents ou des chirurgies assez douloureuses qui nécessitent une analgésie post-opératoire prolongée, utilisez des anesthésiques locaux de durée intermédiaire, type bupivacaïne. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, un bloc proximal avec un anesthésique local de courte durée d'action, avec un bloc distal, avec un anesthésique local de longue durée d'action pour l'analgésie. Il y a Voilà. une thèse qui a été soutenue Par exemple, récemment en ce sens, hein. par, par exemple, si vous faites une chirurgie de l'hallux valgus ici, du pied, on va dire, vous allez faire un SAFEN avec un sciatique, donc associer un SAFEN avec un sciatique avec de la lidocaïne, d'accord? Et ensuite, vous pouvez faire un nerf tibial ici, un bloc tibial ici avec de la bupivacaïne, avec 3 cc de bupivacaïne pour l'analgésie post-opératoire. Donc, le patient va récupérer sa fonction motrice parce que la lidocaïne, elle est de courte durée d'action au bout de 2 heures, 3 heures de temps. Il va récupérer sa fonction motrice, sa motricité de la jambe. Donc, vous n'allez pas le paralyser au lit, mais il va avoir une analgésie avec un bloc distal ici au niveau de la malléole, au niveau du nerf tibial. Voilà ce qui se fait. Alors, on dirait que tu es en train de lire mes fiches parce qu'à chaque fois, ta dernière intervention est en rapport avec la question prochaine. Et la prochaine Je te question, promets, c'est je te promets que ce n'est pas du tout. quelle Je analgésie profite ferais-tu le pour un faire. hallux valgus? Alors voilà, pour un Alex C'est bon, c'est fait. valgus, hein, vous avez là encore, comme pour le genou, hein, si vos patients vont être cloués au lit, ils vont être alités. La chirurgie de l'hallux valgus, c'est une chirurgie distale, simple. Donc, les patients peuvent déambuler très rapidement en post-opératoire. Donc, il vaut mieux faire ici donc un nerf tibial, un bloc du nerf tibial juste ici au niveau de la malléole avec de la bupivacaïne. Mais sinon, pour l'anesthésie, il faut associer un bloc SAFEN avec un bloc du nerf sciatique par voie poplitée et mettre votre garrot ici. Donc, vous allez faire une anesthésie juste au-dessous du genou. D'accord? Et mettre votre garrot ici. Si vous faites une anesthésie avec la bupivacaïne, ça suffit. Faites un sciatique avec un SAFEN. Le sciatique suffit, hein, le sciatique suffit pour l'analgésie, donc, parce que l'os, c'est que le sciatique. Avec un sciatique, si vous faites un bloc sous bupivacaïne, ça suffit. Ce n'est pas la peine d'aller prendre encore le tibia. Donc, soit vous faites un sciatique poplité, soit vous faites un tibial, un bloc du nerf tibial. Très bien. Alors, la prochaine question porte sur le IPAC. Ferais-tu un IPAC pour justement un but anesthésique pour une chirurgie du genou? L'IPAC, encore une fois, c'est un bloc de diffusion qui a une action purement analgésique. Et justement, l'IPAC peut très bien remplacer un sciatique. Analgésique, pardon, oui, j'ai mal compris. Il vient de rectifier, hein. C'est Ouais. ça, analgésique. Donc, l'IPAC bloc, c'est un bloc de diffusion, encore une fois, purement analgésique pour la partie postérieure du genou. Et son intérêt, justement, c'est d'avoir une analgésie sans bloc moteur. Donc, il pourrait très bien être indiqué dans la chirurgie du genou en association à un bloc fémoral ou un bloc au canal des adducteurs. D'ailleurs, c'est ce qui est conseillé, un canal des adducteurs avec un IPAC pour avoir une analgésie de tout le genou, la partie antérieure et postérieure, et sans bloc moteur en fait, sans bloc moteur. Voilà. J'ai personnellement fait ça quelques fois. Je ne le fais pas systématiquement parce que souvent la partie antérieure suffit.
puisque en fait, l'abord chirurgical, il est au niveau antérieur. Mais parfois, vous allez voir les patients qui vont se plaindre même en post-opératoire, vous avez fait un bloc au canal des adducteurs. Ils sont très soulagés au niveau de la plaie, au niveau antérieur. Après, ils vous disent qu'ils ont mal en postérieur. La partie postérieure est innervée par le sciatique. Donc là, vous pouvez associer effectivement un IPAC qui peut très bien faire l'affaire. Oui. Très bien. Alors, avant-dernière question, et on va te libérer parce que je dois être fatigué après une longue journée. Ça va. Le bloc Des sciatique par questions, voie je réponds. antérieure sous écho. Ah oui, le bloc sciatique par voie antérieure, il est assez compliqué. Alors, vous allez le faire à peu près à ce niveau-là. Il est très profond parce que vous allez l'aborder en antérieur ici, mais en fait, il est situé vraiment en arrière. Donc, il est vraiment postérieur. Il faut utiliser une sonde curviligne et il faut de préférence y associer la neurostimulation. Pourquoi? Parce qu'il est très profond, pas très, très bien visible. Donc, il faut vraiment vous assurer de sa bonne position en associant un neurostimulateur. Donc, pour moi, cet abord, il a un intérêt limité, peut-être chez certains patients chez lesquels on peut pas faire de position, on ne peut pas trop les mobiliser en raison de traumatismes importants. Moi, personnellement, c'est un abord que je ne fais pas en routine, quoi. Très Mais bien. elle est Alors, décrite, la voie est décrite. dernière question. Oui. Et ça va être rapidement clôturé, hein. Parce qu'on te dit, peut-on faire, c'est quelqu'un qui pose la question par rapport à son service, peut-on faire des blocs sans avoir d'intralipide dans le service? Et là, assez vite, tu Ça, diras. strictement Voilà. prohibé comme pour les mélanges. Ouais. Alors, parmi les règles de sécurité, tous les endroits où on fait de l'ALR, même en post-op, même si on fait des blocs analgésiques, on peut très bien les faire en hospitalisation, hein, pas forcément au bloc, mais tous les endroits où vous faites de l'ALR, assurez-vous qu'il y ait une poche d'intralipide à côté. Ça, c'est une règle de sécurité ultime. C'est même une obligation. D'accord? Donc, Alors, juste pour dire c'est vrai on a déjà eu une intoxication aux anesthésiques locaux en faisant une rachis et un insuffisant rénal. Donc, tout à fait, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai ce n'est qu'avec pas rien. l'échographie, non, c'est vrai qu'avec l'échographie, c'est vrai qu'on utilise beaucoup moins de quantité d'anesthésiques locaux et on respecte les règles de sécurité, on respecte les doses toxiques, mais on n'est jamais à l'abri le risque zéro n'existe pas. D'accord? Effectivement. Il faut avoir des intralipides, ça c'est primordial. Voilà, je Merci, pense qu'on a merci fait le tour. Ziane. Merci Ziane. Alors voilà, vous n'avez plus d'autres questions? I think. De toute façon, on s'est baladé de haut en bas et de Oui, tout bas à en fait, haut sur tout ce monde. tout à fait. Donc, c'est bon. On a fait le tour. C'est Voilà. parfait, on a fait le tour. Mais Bah, je pense qu'il faudra quand même faire une séance sur les anesthésiques locaux. Parce que, c'est promis, je m'engage à faire voilà. Parce ça. qu'il y a beaucoup de questions à propos Vous de la faire ça. toxicité, des doses à ne pas dépasser, de ce qu'on peut donner, ce qu'on peut pas donner, cette histoire Promis, promis. d'association, ce que des gens vous disent. Il y a quelqu'un qui a répondu qu'il a l'habitude d'associer les deux anesthésiques locaux et qu'il n'a jamais eu de problème pour des amputations. Non, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui tiennent ce discours. Il ne faut pas dire je fais ça parce que j'ai toujours fait ça. Non, il faut faire de l'evidence-based medicine. Si c'est dangereux, c'est dangereux. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'avez pas eu d'incident jusqu'à présent, qu'il n'y a pas de risque. Le, Donc, tant le fait est qu'il y que a le un jour où il y risque, aura un problème, ben, on c'est prendra un ça. expert et l'expert, il va vous dire, voilà, il va pointer le doigt, voilà, il va Voilà, vous dire, tant qu'il y a un risque qui a été prouvé, qui a été évalué, ben, il ne faut pas le prendre. Il ne faut pas le faire prendre aux patients, c'est tout. Et je ne comprends pas, en fait, il n'y a même pas d'intérêt à… C'est ça le truc. Il n'y a même pas d'intérêt à associer les anesthésiques locaux, en fait.
Il n'y a aucun intérêt à le faire. Ouais, parce que jusqu'à il y a quelques années, on nous disait que ça nous permettait de gagner un petit peu Raccourci, sur voilà, exactement, sur en le fait, délai justement, d'installation. Mais ben, depuis, il y justement a tellement d'études qui ont dit que, bon, finalement, en on fait, gagne non pas tant que seulement ça. mais ça, c'était avant avec les techniques aveugles peut-être, mais Ouais. maintenant, avec l'échographie, comme on injecte juste autour du nerf, donc l'efficacité, elle est tout de suite, elle est, on a raccourci déjà les délais d'action, même avec les anesthésiques de durée intermédiaire. Donc, on a drastiquement raccourci les délais d'action. Et en plus, même les études ont montré qu'on ne gagnait pas, en fait, on gagnait 1, 2 minutes. C'est pas 15 minutes. Hein. Donc, franchement, il n'y a pas d'intérêt, en fait. Alors, je vais quand même te poser une dernière question, Hadité. Allez. En fait, par rapport à ton expérience, en utilisant une certaine molécule d'anesthésie locale qui est fabriquée actuellement en Algérie, est-ce que tu as remarqué qu'il y avait du changement par rapport à la molécule mère? On pose souvent cette question. Non, 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 je n'ai pas, en tout cas en matière d'efficacité, en matière d'efficacité, non, on n'a pas, c'est tout aussi efficace. C'est le packaging un peu qui est gênant pour nous. Mais en matière d'efficacité, alors Ah, en les fait, ampoules à 4 millilitres, effectivement, oui, 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 c'est je pas sais, évident oui, à utiliser. tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'on a eu des fois des échecs en matière d'anesthésie périmédulaire. Et il y a On a quelqu'un, eu, il y a quelqu'un qui a remarqué la même chose que moi, en fait. C'est des blocs sympathiques qui sont très tardifs, en rachis-anesthésie. Effectivement, oui, c'est ce qu'on a voilà, vu. peut-être en périmédulaire, où c'est vrai qu'on a Ouais, noté une différence en périmédulaire c'est par des blocs rapport qui sont à. beaucoup plus forts par rapport à la molécule mère et puis qui arrivent beaucoup plus tardivement. Des fois, c'est à la fin de l'intervention, c'est bizarre. Mais à la fin de l'intervention, le patient te fait une bradycardie avec une hypotension et un Après, collapsus. peut-être ça dépend aussi du terrain. Comme nous, tu sais, en Ouais. chirurgie orthopédique, en général, c'est des jeunes. C'est des jeunes assez. Donc, on a très, très rarement, hein, Effectivement, nous n'avons pas la même population, moi et toi, ça c'est c'est ça. clair. On Ouais. a très, très, très rarement des blocs sympathiques par rapport aux anesthésies périmédulaires, Ouais. vraiment très, très rarement. Et c'est Nous vrai aussi, qu'on hein, c'est fait les. rare, mais ce qu'on a C'est remarqué vrai en qu'on faisant le changement, c'est qu'on en a eu beaucoup plus que d'habitude et que c'était beaucoup plus fort, beaucoup plus Nous, intense comme bloc. on avait noté des échecs, par contre, par rapport à l'anesthésie périmédulaire. On avait noté des échecs, mais je crois que c'était en fait des lots. À un certain moment, il y avait des échecs répétés comme ça de Effectivement, il y rachis. avait cette histoire de Et l'eau, oui. voilà. Et après, non, après, ça s'est rentré dans l'ordre, Ouais, je sais pas. Mais pour la LR périphérique, non, on n'a pas. C'est juste le packaging un peu qui nous dérange. ouais, pour les Et chez les blocs. sujets âgés, c'est vrai qu'on fait. Alors, rien qu'il y a 3, 4 jours, on a fait une fracture du col chez un vieux monsieur qui a 107 ans. Ah, il paraît. 107 ans, oui, 107 ans. Donc, chez les petits vieux à Doma, c'est vrai qu'on fait beaucoup les fractures de col, père-croc, centenaire et tout ça. On utilise vraiment des doses, tu sais, de l'arachide titré, 1,25 et tout. Ouais, Donc voilà, on contrôle, si tu veux, un peu le bloc sympathique, comme c'est pas le single ouais. shot. On commence à 1,25. Après, il nous arrive d'avoir des blocs sympathiques chez ces sujets, oui. Voilà. Eh ben, très bien. Ben, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à toi, Abed. Merci Excellente à tous. présentation, comme d'habitude. Merci à vous tous d'avoir suivi ce webinaire. Merci à vous. Et merci surtout à Shatar d'avoir pris cette initiative. Vraiment, je le remercie. Attends, Euh, 15 avec la troisième séance, tu me remercieras à ça. Non, c'est avec plaisir. C'est avec plaisir. C'est avec grand plaisir. Eh ben, voilà. Voilà. Ben, très bon week-end On se, à on tous. se donne, on se donne rendez-vous pour les anesthésiques locaux. On va essayer d'organiser ça. Dans la Euh, foulée, je préfère. euh, On passe à autre chose. On va passer vers on l'enfant verra, et voilà. voilà. On Enfin, verra ça. tu me dis par rapport à ton programme. Voilà. C'est ça, on va organiser ça. Bon, merci à tous et à très vite, j'espère. Et voilà, ça m'a fait plaisir Partager, d'animer tu ce peux me croire, webinaire. vraiment. Vraiment. Merci beaucoup.
Allez, très bon week-end à tous. Allez, très bon Slama. week-end Bye à bye. tous. À très vite.